Par là. Ah, voilà les petits gars qui viennent voir. Audricourt, c'est le passe-muraille. C'est une sorte de gourou. Il a fait des séminaires, il a écrit des ouvrages, mais il a influencé personnellement des chercheurs. Et ces chercheurs ont constitué en quelque sorte une fédération occulte des élèves d'Audricourt. Les gens n'ont pas à me prendre pour Dieu le Père. Ça fait ça comme j'ai pas besoin d'autrui pour exister, comme je dis, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Les gens qui ont besoin de disciples, il faut qu'ils fassent attention de ne pas les mécaniser, n'est-ce pas? C'est normal. Moi, je vois parmi tous ceux qui travaillent avec vous, c'est souvent lors d'un repas, lors de sorties, enfin sorties botaniques, j'avoue que c'est là aussi où vous faites passer énormément de choses. Et que... D'objets pour parler, enfin j'ai besoin d'un substrat, évidemment, d'une raison de parler. Parler pour faire blablabla pour ne rien dire, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, moi, du reste, ça me fatigue de parler, je parle quand j'ai vraiment nécessaire, quoi. C'est vrai, j'ai jamais posé mon larynx comme il faut. Il y a des gens, il faut s'exercer pour ne pas se fatiguer de larynx. Moi, quand je dois faire un exposé qui dure 2 heures, bah, à la fin, je suis... Il y a d'une part la modestie d'Audricourt. Modestie et la bougonnerie d'Audricourt. Audricourt n'est pas un homme de médias, c'est pas un homme qui a cherché la publicité. Non, ça, j'ai pas appris. Je crois que quand on apprend à chanter, il y a des questions de technique, quoi, pour attirer les bonnes balles. Du reste, quand j'ai toujours été bègue, n'est-ce pas, et bafouilleur. Alors maintenant, c'est les mots qui me manquent. Alors c'est encore pire. Alors je mélange. C'est des plantes qui poussent sur le bord de la mer. Audricourt, en fait, en tant qu'homme de science, je dirais, est né dans ce jardin des plantes et dans ce Muséum national d'histoire naturelle. Agronome d'origine, naturaliste de formation, il a commencé sa tâche dans un laboratoire du Muséum, à s'intéresser à l'histoire des plantes cultivées. Et alors, dans la dune de mer, là, vous avez des magnifiques plantes qui fixent les dunes, voyez-vous, les limus, et puis derrière l'oya, ce qu'on appelle l'oya. Les descriptions de plantes du Moyen-Âge que j'ai, ils comparent les plantes aux unes aux autres, ils disent cette plante a des feuilles comme celle-ci, ou a des fleurs comme celle-ci, ou des machins, mais les odeurs, on en parle peu, jamais. Souvent, on a une attitude manichéiste à l'égard des odeurs, qui est de dire elles sont bonnes, elles sont mauvaises. Ah bah oui, oui, comme on n'a pas... C'est vraiment élémentaire, n'est-ce pas? C'est la réaction animale, on est pour et on est contre. La réaction primitive, c'est l'origine justement du propre et le sale, le bien et le mal, etc. Enfin, le manichéisme, mais ça c'est le langage, n'est-ce pas? Et comment ça se fait qu'on n'ait pas développé de langage sur les odeurs? Parce que c'est quand même important dans le... Bah, parce que on s'en sert pas. C'est pour ça qu'on a domestiqué le chien, parce que le chien est beaucoup plus calé en odeur que nous. N'est-ce pas? Le chien perçoit les odeurs individuelles. Alors nous, on a des odeurs individuelles, n'est-ce pas? On m'a dit que moi, je sens le pain qui sort du four. D'autres genres des odeurs, etc. Enfin, chacun nous mais certaines personnes le perçoivent plus que d'autres. D'abord, il y a des choses. Et puis ça provient évidemment de nos origines arboricoles, n'est-ce pas? Avant de nous servir des pieds, on vivait sur les arbres et il y a du vent, les odeurs
sont beaucoup moins importantes que quand on est à ras de terre, qu'il faut que les odeurs sont très importantes pour repérer les chemins, repérer les autres êtres, etc. Par exemple, le parfum fétide. Alors, je connais le parfum fétide parce que je sais que certaines plantes ont ce parfum-là. Alors, je connais les plantes, je connais ce parfum, mais avant, je ne connaissais pas. Fétide, c'est un mot littéraire, c'est un mot péjoratif, c'est tout. Cette odeur, je la connais parce que je connais la plante. N'est-ce pas? Les gens, les éthologues, par exemple, se baladent au point de vue couleur avec un atlas de couleur. Mais vous ne vous baladez pas avec un atlas de parfum. Il n'y a que ça qui pourrait être utile. Oui. Les gens les plus parfumophiles ou parfumeurs, je sais pas quoi, que je connais, ce sont les mycologues, les gens des champignons. Et effectivement, il y a un petit traité il y a un petit bouquin de mycologie dans lequel il indique le parfum de tel champignon ressemble à telle et telle plante, et on peut le fabriquer en mettant tant d'acide salicylique avec tant de machin. Enfin, il y a les procédés de synthétisation du parfum à partir de produits chimiques déterminés. Mais ça, c'est un bouquin que personne ne connaît. Enfin, que je veux dire, est-ce que c'est l'homme qui a été attiré par les plantes ou est-ce que c'est les plantes qui ont attiré l'homme? Parce que ça peut être aussi... attirer, il faut bien bouffer, n'est-ce pas? Oui, mais le premier réflexe simple, c'est quand on voit une jolie fleur, c'est de dire oh, la jolie petite fleur. Bon, c'est un réflexe c'est un réflexe ridicule des Européens. Ah, le petit enfant apporte une fleur à ta mère. Alors ils voient, ils arrachent les fleurs. Alors depuis, ils arrachent tous les fleurs. Alors, les fleurs qui ont mis quelques millions d'années par la sélection des insectes à exister, avec les dames et les petits gosses mal dressés pour ça, elles disparaîtront. Il n'y aura plus de fleurs. Non, il est moins bon. Non, il était beaucoup plus parfumé. Oui, oui, bien sûr, parce qu'il était utilisé, tandis que ça, c'était en Amérique du Nord, il n'y a pas tellement de... Il était sauvage. Voilà, un fuchsia, donc fleur rouge, oui, Amérique. C'est celui du détroit de Magellan, donc il peut pousser. Il est naturalisé en Bretagne, à Ouessant. Ah oui. Et puis en face, vous avez de l'eau douce avec des nénuphars, et puis des plantes qui poussent dans l'eau douce. Alors, est-ce qu'on peut expliquer l'origine de l'agriculture en disant, ben voilà, on va offrir à la terre, on va la faire manger en lui mettant de la nourriture crue. Si vous mettez la nourriture crue dans la terre, ça va pousser, et les tubercules, les pommes de terre, quand elles ne sont pas cuites, elles poussent, n'est-ce pas? Mais si elles sont cuites, elles ne poussent plus. Et ben le blé, c'est la même chose, il faut mettre du blé pas cuit pour que ça pousse. N'est-ce pas? Alors, il faut essayer, enfin, alors j'essaie de, mais c'est une simple hypothèse en l'air, n'est-ce pas? Simplement pour essayer de comprendre, n'est-ce pas? Alors le feu, l'administration du feu, bon ben, il y a eu certainement la chasse au feu. Alors, la chasse au feu, le gibier qui était brûlé, il était mangeable, d'où l'invention de la cuisine, etc. Enfin, mais est-ce que vraiment la chasse au feu est au début de la saison du feu? J'en sais rien. Tout ça, c'est des hypothèses en l'air. Simplement, il faut essayer, il ne faut pas se perdre dans l'idée actuelle. Ah bon, j'ai besoin de manger, voyons, je vais chercher quelque chose, et puis... Non, les raisonnements actuels, ça ne marche pas pour le... Souvent, moi, je fais partie du rationaliste, alors je discute avec les gens, qu'est-ce qui est rationnel? Alors, est-ce qu'un chien est rationaliste? C'est ça le problème. La raison, elle n'est pas tombée du ciel, elle existe dans le monde. Et alors, dans certains sens, on a essayé de la concentrer pour nous. Enfin, c'est pas... Les autres... Je me suis toujours demandé ce que pensait une vache en regardant passer les trains. Est-ce qu'elle fait de la poésie? Est-ce qu'elle fait de l'art vision? En regardant passer les trains, comme elle ne parle pas, on n'en sait rien. Alors on essaie de faire parler les singes pour savoir ce qu'ils pensent. Mais les vaches, on n'a pas encore réussi. Nous, on ne pense pas que les cochons ou les vaches savent des tas de choses. Donc ça... Si, on se rend compte que le chien, c'est beaucoup plus que nous, quand un chien peut suivre quelqu'un à la piste, n'est-ce pas? C'est évident, n'est-ce pas? Mais ça, on trouve ça naturel. Bon, ils sont dressés, ils sont pas dressés. C'est parce que
ils ont des qualités que nous n'avons pas. Pourquoi le marronnier compte jusqu'à, voyez-vous, 3, il a 6, il y a 6 folioles, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Comment les plantes savent compter, moi, c'est une chose qui me passionne, n'est-ce pas? Généralement, les plantes savent compter jusqu'à 5 ou jusqu'à 7. Mais un peu plus loin, elles commencent à bafouiller un peu. Oui, vous voyez. L'astronomie, tout à l'heure le soleil était là, maintenant il est là. On peut arrêter le soleil. Alors il faut bouger, mais on peut pas bouger votre truc en tout temps. Quand on voit l'évolution de la carrière d'Audricourt, on est parfaitement frappé. Il part comme jeune agronome et botaniste d'un laboratoire naturaliste du muséum et il aboutit en fin de carrière comme directeur de recherche au CNRS en linguistique. Non mais à ce moment-là, j'aurais dû passer une journée avec Duby à trier les choses pour avoir les documents présentables. Ce caractère subtil de passe-muraille intersciences d'Audricourt n'a jamais été assumé par la société académique où il évoluait et où on lui reconnaissait de très grandes qualités. Sa carrière s'est déroulée d'une façon absolument normale finalement, mais sans jamais consacrer le fait qu'il évoluait à l'interface de différentes sciences. Ça, c'est un vice rédhibitoire de la culture scientifique française, on n'est pas arrivé à le corriger. Monsieur Audricourt, et cette bibliothèque-là, comment est-elle classée? Ah, voyez-vous, ça c'est la science en Chine de Nidab, les voyages en Chine, quelques lycéens chinois, enfin de chinois, de langue du coin, hein. Et puis ça aussi, mais seulement, puis ça aussi, et puis le reste se trouve en face, ça. Mon père était agriculteur. Il était membre de la Société des agriculteurs de France. Enfin, c'était dans la Société des agriculteurs de France, qui était rue d'Athènes, il y avait tous les nobiliaux de province. Enfin, c'est tout à fait aristocratique d'être dans la Société des agriculteurs de France. Alors, quand j'étais jeune, j'étais plutôt d'extrême droite, si l'on peut dire, puisque on voulait être indépendant et être féodal. Enfin, c'était le système féodal, n'est-ce pas? J'avais fabriqué des timbres de la principauté de mon père, avec l'effigie de mon père et de mon cousin comme son de timbre. Je ne sais plus s'il y en reste pas. Enfin, je sais pas si tout ça c'est devenu, mais enfin, c'est pour dire l'idéologie. Et alors, les timbres, ça me prenait la géographie. Je connaissais tous les principautés de l'Inde, le Kishangar, le Holkar, etc. Parce qu'il y avait, dans l'Inde anglaise, il y avait des timbres pour les petites principautés, soi-disant semi-indépendantes, n'est-ce pas? Toute l'histoire moderne, je l'ai su par les timbres, n'est-ce pas? Alors, mon père avait une collection de timbres, et alors il me donnait des timbres par petits morceaux, et il faisait il avait acheté des grands cahiers, et alors, avec un tire-ligne à langue de Chine, il faisait les cases. Et l'écriture slave, l'écriture grecque, se voit déjà sur les timbres postes. C'est la langue slave qui vous attirait le plus? Parce qu'au lycée, il y avait toujours un slave, il y avait toujours un sauvage dans la classe. Alors je lui demandais que c'était son pays. Oh monsieur, c'est horrible, il y avait des chevaux morts dans la rue. Enfin, alors les façons dont les jeunes Russes racontaient leur machin, c'était aussi tout à fait excitant, si l'on peut dire. On leur demandait s'ils étaient anthropophages, parce qu'on racontait, n'est-ce pas, que les Russes, il y avait une famine qui bouffait les gosses, etc. Alors c'est très intéressant pour un gosse de se renseigner là-dessus. Et puis il y a eu ce grand professeur Mauss. Ah bah ça c'est après, c'est après. Alors il a fallu que j'entre à l'agro, et que l'agro c'est aussi un bachotage par des professeurs qui n'avaient pas inventé la poudre. Enfin il y en avait 2 ou 3 qui étaient bons, mais les restes... Ensuite que je sorte dans un mauvais rang et que je sois chômeur, que j'aille en Albanie, et alors en revenant je me dis il faut même que je m'instruise correctement, et je fais connaissance de Mauss. Alors Mauss évidemment...
Moi, je voulais aller tout seul et puis me perdre. Et, ah non, il a voulu me mettre un élastique pour que je revienne, n'est-ce pas? Mais c'était pas évident d'écrire une première lettre à un professeur aussi important que Mauss. Ah bah je ne lui ai pas écrit, il nous disait je veux vous connaître individuellement, venez me voir après le cours. Alors bon, j'étais timide, mais enfin un jour je me suis décidé à aller le voir, n'est-ce pas? Et puis en parlant avec Roger Gu. Alors c'est à ce moment-là qu'il m'a dit, mais toutes ces choses m'intéressent, il faut pas faire ça tout seul, j'allais vous procurer une mission, etc. Hein. L'année suivante, quand je suis tombé malade, alors je lui ai écrit, j'ai maintenu le contact, si vous voulez. Mais alors, je ne le trouvais pas sérieux de me prendre sur ma bonne ligne comme ça. C'est pas comme ça qu'on travaille. Alors je lui ai dit, je suis, etc., fils de, etc., je m'intéresse à ça, j'ai des... pour qu'ils me connaissent, parce que je trouvais que c'était ridicule de faire confiance aux gens comme ça sur leur ligne, c'était pas sérieux. Et c'est là qu'il vous a répondu une phrase, non? Oui, il m'a répondu, ah, vous savez, Oui, alors je lui avais dit comme ça que tous les... Mais cette émission de vote cultivé, c'est une mission scientifique. Vous pouvez pas savoir, vous pouvez pas me juger sur ce plan-là, n'est-ce pas? Ah, mon cher ami, je me suis trompé quelquefois sur le caractère des gens, mais jamais sur leur valeur. Parce que moi, j'ai pas osé passer d'examen. Je me suis dit, s'il a des préjugés comme ça, il faut mieux pas se porter. Et avec Cohen, vous aviez des contacts humains? Ah oui, parce que lui alors il vous... Oui, parce que sans lui, j'aurais jamais osé faire de la linguistique. J'avais raté mon bac à cause de l'anglais. Je ne connaissais aucune... incapable d'apprendre correctement une langue étrangère. Alors, j'avais tout de même fabulé des choses, mais quand je voyais, mais oui, mais ce que vous faites, c'est intéressant. Ça s'appelle comme ça s'appelle la phonologie. Vous savez, maintenant, il faut contacter ceci, il faut contacter cela, etc. Ça vous encourage, quoi. Mais comment, monsieur Dricourt, peut-on être linguiste en ayant des difficultés, c'est ce que vous dites, à apprendre les langues, l'anglais au demeurant? Eh bien, parce que moi, j'ai des difficultés avec les langues, parce que les langues, c'est absurde. Alors, je me suis dit, pourquoi c'est absurde? Enfin, les gens sont pas bêtes, pourquoi ils parlent comme ça? Je vous prends maintenant en français. En français, malgré ce qu'on pense, il y a encore une différence entre le pluriel et le singulier, pour certains mots. Vous dites un cheval, des chevaux. Mais quand il n'y en a pas, vous êtes obligé de choisir. Il n'y a pas de cheval ou il n'y a pas de chevaux. C'est ridicule, il n'y en a pas ni plusieurs. L'exemple d'absurdité que fabrique la langue. Alors, et puis ensuite, pourquoi les gens ils prononcent, pourquoi les Anglais prononcent, c'est invraisemblable. On se tord la langue, c'est un... pourquoi ça? C'est ridicule. Alors, pour étudier une chose, on étudie son histoire, comment ça se transforme, quels sont les choix. Alors, c'est ça. L'intérêt de la linguistique, pour moi, c'est de comprendre l'histoire des mots, le changement de prononciation, et pourquoi ces changements de prononciation peuvent dater l'emprunt de mots, etc. Enfin, à l'époque où il n'y a pas de texte, on peut savoir ce qui s'est passé malgré tout. Vous pouvez avoir parallélisme entre la géographie botanique et la géographie linguistique. Géographie botanique, vous avez une plante qui s'étend sur un domaine et puis elle ne reste plus qu'à deux endroits des reliques. Vous avez par exemple une plante qui pousse en Scandinavie et puis sur les montagnes des Alpes, qui a disparu depuis l'époque glaciaire entre les deux. En linguistique, vous pouvez avoir la même chose. Le latin s'est étendu depuis les Balkans jusqu'au Portugal. Vous pouvez avoir dans la péninsule ibérique et en Roumanie le même mot qui est resté et qui a disparu en Italie et en France, n'est-ce pas? Bon, alors vous avez donc un parallélisme sur les phénomènes géographiques. Alors, ça provient que vous avez parallélisme dans les héritages, les mots s'héritant de génération en génération, comme les plantes s'héritant de graine à graine sur le même terrain. Et
sur un autre domaine, vous avez le parallélisme entre les caractères génétiques d'une plante, les différences héréditaires, et puis les caractéristiques phonologiques d'une langue, les différences entre deux mots. Si en français on distingue un pas et un bas, bien que ça ait un rapport avec le pied, ce sont deux choses différentes. Tandis qu'il y a en finnois, il n'y a qu'un seul P. Si vous prononcez B, les gens continuent à entendre P, il n'y a pas de différence, n'est-ce pas? Et c'est par conséquent l'homme, le savant, l'érudit tout à fait stupéfiant et unique dans son genre, qui a reconstitué le chinois archaïque, le proto-néo-calédonien, dans la mesure où ça a un sens, le proto-océanien, le proto-indonésien ou austronésien, et qui, donc, appliqué aux langues d'Asie du Sud-Est, aux groupes sino-vietnamiens, aux langues mon khmer parlées dans l'actuel Cambodge et dans une partie de la Birmanie et de la Thaïlande moderne, ou aux langues comme le chinois et les langues du sud de la Chine, des différentes langues de minorité nationale de la Chine contemporaine. C'est l'homme donc qui, pour tous ces cas, a reconstitué d'une façon considérée encore aujourd'hui comme exemplaire et non soumise à des contestations dans le monde savant, les langues originelles disparues et dont souvent nous n'avons pas de traces écrites. Audricourt a reconstitué des langues qui étaient enfouies dans le gouffre de l'histoire, si j'ose dire, depuis très longtemps. Sarcelle. Conler. Oui. Orga. Souci. Lo. Rassasié. No. Transmettre. Pu. Négligent. Bienfait. Fondement. Que. Soit. Te. Désiré. Me. Averse. Le ton, c'est le changement de tension du larynx pendant l'émission de la voyelle. Parce qu'évidemment, si vous prononcez vous avez un ton bas parce que vous avez le larynx relâché. Vous avez le larynx beaucoup plus entendu. Alors vous pouvez passer de vous pouvez faire varier pendant la pension de la voyelle. Alors, les langues dans lesquelles les gens ont l'habitude de faire ça, ils font ça très vite et vous n'entendez rien. Alors, c'est pour ça, pour mettre ça en évidence, que j'ai demandé aux Vietnamiens de faire des phrases dont tous les mots sont en même temps. Alors, vous voyez, alors, il peut y avoir une mélodie de la phrase comme en français. En français, vous pouvez dire « je viens ». Est-ce que tu viens? Tu viens demain. Le vient, interrogatif ou pas interrogatif, c'est une question de la phrase. Alors justement, pour l'européen, alors ces intonations de phrase existent dans toutes les langues, mais les intonations dans le mot, c'est le ton. Et ça, c'est le travail du phonologue que de découvrir l'origine des tons, des sons. C'est le travail, il y avait alors le phonéticien qui mesure avec les appareils quelle est la hauteur, s'il y a des bruits dedans, c'est un bruit. Quand vous dites vous avez, vous voyez, le glottalisé, n'est-ce pas? Alors, dans les langues sémitiques, c'est une consonne initiale, le fameux cri du chameau. Et puis dans les langues extrême-orient, c'est pas une consonne, c'est la façon de prononcer la voyelle. Alors l'analysation, il peut y avoir prénasalisation, dans de, mbe, nge, et puis post-nasalisation, alors c'est ça, c'est le phonème rare qui existait en Nouvelle-Calédonie. Et ça, ce sont des sons, si je puis dire, que l'on n'entend pas du tout en Occident. C'est-à-dire en Occident, les gens entendent un groupe de sons. Par exemple, le long de la Lune, on est mis en Nouvelle-Calédonie, c'est oui. Alors eux, ils prononcent une seule consonne. Mais vous entendez P, M, W. Oui. Ouais. C'est simplement une... Et eux, qu'est-ce qu'ils entendent de nous? Ils entendent mal. Je me rappelle, j'étais sur une montagne, je voyais une petite maison en bas. Alors je dis au raf chef qui m'accompagnait, qu'est-ce que c'est que là-bas? Ah bah monsieur, c'est Samba. Ah
Ah, qu'est-ce que c'est que ce mot-là? Alors, mais monsieur, c'est du français. C'était un bar, il voulait dire. Un bar? Alors lui, pour un bœuf, il prononce mbeu, il le nasalise, et le R, il ne le prononce pas. Mais, alors moi, j'entendais pas ce qu'il disait, complètement ce qu'il disait, et lui complètement ce que j'ai découvert. Maspero avait montré que les tons sont aussi utiles que les consonnes et les voyelles pour faire des comparaisons, n'est-ce pas? C'est-à-dire, dans des langues apparentées, deux mots sont au même ton dans une langue, ils sont au même ton dans une autre langue. Les tons peuvent être différents, mais il y a le même rapport. Alors il s'agit de savoir si ces rapports, si on pouvait remonter plus loin dans les langues, n'est-ce pas? En particulier si une langue sans ton pouvait acquérir des tons ou pas. Alors Maspero pensait, enfin les gens de son époque pensaient que c'était impossible. Il y avait les gens qui avaient des tons, et les gens qui n'en avaient pas, c'était une chose naturelle, éternelle, etc. Alors pour moi, ces caractères-là, c'était des caractères phonologiques, donc des caractères sociaux qui pouvaient changer, et j'avais donc l'hypothèse de chercher l'origine, la correspondance de ces choses-là. Alors les Américains, ils ont de l'argent pour aller en Chine, discuter avec les Chinois, rapporter des matériaux, et alors ils ont l'habilité de me communiquer tout ça, quoi, parce qu'évidemment, il y a en tout, moi j'avais catalogué 21 langues différentes. Alors bon, ben là, ce Chinois n'en a que 9, et alors il y en a encore d'autres qu'il faut mettre ensemble. Mais dans le monde, il y a à peu près combien de langues différentes, si vous comptez Moi, je suis fâché avec les chiffres. Ça peut être, si tu peux me rappeler des adresses et des numéros de téléphone, alors c'est pour me rappeler de Paris. Alors vous n'avez pas de mémoire et pourtant vous êtes dans les langues. C'est un peu contradictoire, ça. Non, mais c'est de la mémoire qualitative que j'ai, c'est pas de la mémoire quantitative. Les chiffres, ça n'a pas de sens. Ah, ça n'a pas de sens. Si, je raconte à la fin des Pieds sur Terre qu'il ne faut pas mélanger les échelles. Enfin, c'est intéressant, c'est les échelles, c'est pas les chiffres. Enfin, ça, c'est un autre problème. Bon, alors, c'est bon, je te entends de répondre à ce brave soldat. Alors, je commençais à travailler un peu la probabilité, parce que pour nous, ce qui est amusant dans ces langues monosyllabiques, c'est que les Chinois et les Américains, ils veulent toujours reconstituer une langue monosyllabique à l'origine. Et moi, je dis non. À l'origine, les langues étaient aussi polysyllabiques que chez nous. Seulement, il n'y a que la dernière syllabe qui est restée, l'autre c'est contracté. Alors quand il pose un problème sur un groupe de consonnes tel le ngle, le problème se pose autrement. Le problème se pose à l'époque où c'était Angalouk ou Nungankari, où le mot était long. Hein. C'est quoi cette lettre? Eh bien, c'est M. Stracker qui me pose une question pour savoir si 5 mots qui se ressemblent pourraient être apparentés. Alors oui, copie pour M. Solnit. Solnit, c'est un autre Américain qui était à Chicago, qui maintenant retourne en Californie. Ce problème n'intéresse que 5 personnes au monde. Et vous avez des correspondances avec ces... Avec ces gens-là. Les Français, ils s'en foutent de tout ça. Les Français, ils ne s'occupent même pas de leur propre patois, alors on pense que les autres. Avez-vous, cette carte était en construction, en établissement, lorsque j'étais à Hanoï en 1947. Alors évidemment, de temps en temps, il y a des blagues. J'avais fait appliquer quelques-unes. Alors, vous voyez, le vietnamien est en rouge. Et puis, les langues thaï sont en jaune. Et le cambodgien est en bleu. Mais pourquoi vous avez dit que vous aviez rectifié des blagues? Qu'est-ce que vous appelez des blagues sur une carte? Il y avait des petites langues qui étaient ignorées. Et puis il y a des blagues qui n'ont pas été rectifiées. Par exemple, là, vous avez mou. Alors, ce sont les kmou. Alors, le kmou, la même chose, un kmou, c'est pas possible d'écrire. Ils écrivaient kamou. Alors, comme en taille, K est le nom des sauvages,
Ils ont dit, ah ben non, Kraka c'est sauvage, le vrai nom doit être mou. Alors vous avez les mous, ça n'existe pas quand ça existait. Nous avons échangé un certain nombre de lettres lorsque Audricourt était en Indochine. Alors, je pense qu'ils étaient heureux d'écrire parce que pour lui, c'était au fond un moyen de noter ses impressions. Et grâce aux lettres que j'ai conservées, parce qu'elles étaient précieuses et très intéressantes, je pense que nous revoyons un peu de son passé et d'une période vraiment qui a été très importante pour lui. Et pour moi aussi, par la correspondance que j'ai reçue de lui. Évidemment, à un moment donné, j'ai entendu l'écho de sa santé, qui était très fléchissante, et il m'a écrit, à ce moment-là, une lettre qui est apparue dans le livre, qui a été consacré à Audricourt, Les pieds sur terre. Il m'écrivait, par exemple, le 16 mars, « Cette fois-ci, le bruit va courir à Paris que je suis bien mort et enterré. » Il est évident que lorsque je recevais ces lettres, mon inquiétude était certainement beaucoup plus grande dans mon cœur que même je ne les lui exprimais pas lorsque je lui répondais. Et puis, il a toujours ce même ton dans ses lettres, qui était très riche de renseignements, d'informations. Il ajoutait dans cette longue lettre, commencée tout de même d'une manière un petit peu pessimiste, « De ma fenêtre, j'ai une très jolie vue. Je vois passer infirmières, visiteurs, enterrements, et tous les jours la charrette à zébu chargée de cercueils roses, qui vont si bien avec le ciel bleu d'Indochine, dirait Gourou. Mais je m'aperçois que je retombe dans le macabre. Aussi, je change de sujet. » Ah, justement, hier soir, je voulais aller à 6h à Jussieu, parce qu'il y avait une conférence sur les Vietnamiens. Alors j'ai rencontré un vieux Vietnamien que j'avais connu à Hanoï, qui m'a dit, mais vous savez, monsieur Audricourt, la police vietmine, la police secrète révolutionnaire, il y a un policier de cette époque qui vient d'écrire ses souvenirs, et vous êtes souvent cité dessus. Alors ça doit être marrant, parce qu'ils ont dû fabuler de leur côté. Alors, est-ce que c'est vrai que vous avez été mis dans l'avion pour rentrer en France? Je dis non, je suis tombé malade, c'est tout à fait différent. Mais enfin, c'est vrai. Quand vous êtes arrivé à Hanoï, vous disiez que ça a été un choc peut-être plus fort qu'en URSS, c'est-à-dire que vous êtes tombé sur un monde complètement à l'envers pour un occidental. Oui. Non, mais parce qu'en URSS, on m'avait... Ça m'intéressait pas follement, mais enfin, on m'avait expliqué toute l'histoire des révolutionnaires à l'époque tsariste, des terroristes, etc. Alors de la police qui infiltrait les terroristes pour assassiner ses propres ministres. Enfin, un gâchis, quelque chose enfin, incroyable. Enfin, s'il n'y avait pas les documents, on dirait c'est inventé, c'est pas possible, n'est-ce pas? Et bien, quand on arrive à la logique, on s'aperçoit que c'était, enfin, que ce monde à l'envers, n'est-ce pas, dans lequel tout, enfin, c'est ça qui m'a donné l'idée de la différence de mentalité, n'est pas seulement entre l'Européen et le type d'Extrême-Orient. Les Européens, au bout de quelques temps, a fortiori au bout des générations, ont totalement décroché avec la mentalité européenne. Enfin, la mentalité de l'impératif catégorique kantien, n'est-ce pas, etc. Alors, les civils, dans la mesure où il y a un contact avec les femmes indigènes, où ils sont célibataires, et pas des femmes indigènes, il y a une certaine... Enfin, mais alors, quand les Européennes arrivent, alors ça, c'est zouk. Il y a n'est-ce pas, en Indochine en particulier, les braves indigènes, ils ont la coutume de cracher. Il n'est pas question qu'un type qui crache partout, on rentre dans une maison parquée cirée. C'est des petites choses idiotes, mais c'est ça qui... la barrière, alors sur l'Indochine, j'ai des textes sur ça. Je remarque voir Mlle Cacarpalès nous racontant, à l'inauguration de l'Institut bouddhique, quand elle a vu un vieux bon se cracher, ses crachats rouges, n'est-ce pas, dégoûtant. Elle a fait venir un boy avec un crachoir pour ramasser. L'équipe a été vexée. Il voulait étudier quelques langues
qui allait disparaître en Nouvelle-Calédonie, parce qu'elle n'était parlée que par de petites communautés kanaks qui restaient encore dans quelques coins de l'île, mais en même temps, il était très préoccupé par des problèmes plus généraux, et notamment par tout ce qui concernait l'aspect à la fois botanique, technologique et symbolique, idéal, des grandes productions vivrières caractéristiques de la civilisation mélanésienne de la Nouvelle-Calédonie. Alors les catholiques avaient publié quelques petits catéchismes. Alors c'était très mal vu de l'administration, parce que pays français, on parle français. Et alors, ensuite, il y avait eu les protestants, et c'était le pasteur Lénard qui s'est occupé des protestants. Alors les protestants étaient plus avancés en linguistique parce qu'ils formaient des pasteurs indigènes. Et alors, les pasteurs, c'était d'abord dans les îles d'à côté, les Loyalty, qu'il y avait eu des missionnaires anglais qui avaient appris aux indigènes à écrire leur langue, plus ou moins, mais enfin, plutôt. Et alors ensuite, ces pasteurs indigènes des îles d'à côté étaient venus sur la Grande Terre, comme on l'appelait, c'est-à-dire l'île de Calédonie, que vous avez derrière. Vous avez les Loyalty là, et puis la Calédonie derrière. Pour transmettre l'évangile, la bonne parole et tutti quanti à ces pauvres indigènes qui étaient absolument écrasés par la conquête, l'étouffement de la rébellion, et puis le travail forcé. Parce que, comme disaient les petits blancs là-bas, nous leur avons appris à travailler, bien sûr. Parce que ces gens-là n'avaient aucune notion de ce qu'était un salaire. Et puis du reste, les colons n'avaient pas tellement envie de leur donner des salaires. Alors on les obligeait, comme au Moyen-Âge, à faire tant de journées de travail chez les Blancs. Au moment de la guerre, les Américains étaient venus, et alors, le gouvernement français avait finalement établi le suffrage universel en Calédonie. Alors évidemment, à ce moment-là, les Noirs étaient à peu près à égalité avec les Blancs, et alors les Blancs étaient totalement affolés, n'est-ce pas? Et alors les missionnaires avaient pris les choses en main, parce qu'ils étaient missionnaires pour défendre les indigènes, ou les protestants et les catholiques, et ils avaient mis les choses en main pour faire un parti politique indigène, on veut dire. Vous imaginez que pour un blanc, il y a des valeurs autres que la civilisation européenne, voyons. Sortez-vous. Nous sommes les civilisés, eux c'est les sauvages, quoi. Il n'y a pas de... Évidemment, puisqu'ils étaient anthropophages. Il y a la réflexion. Oh, monsieur, ce que vous devez être riche en viande dans votre pays pour laisser perdre de la viande comme ça. Ce qui est mal, c'est de tuer les gens, c'est pas les bouffer. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous savez, quand on est 8 jours en tribu, comme j'ai été, quand on n'a rien à bouffer, on n'a à bouffer que des ignames, ben, on se sent devenu anthropophage. On voit les mollets, les mollets luisants là. Non, c'est normal. Et puis, il n'y avait pas de cochon sauvage, il n'y avait rien. Il y avait des chauves-souris comme ça. Et puis, c'était tout. Il y avait les vaches marines. Les vaches marines, c'est des dugongs qui vivent sur les... qui bouffent les herbes sur les corails, enfin sur les plateaux coralliers. On en voit une fois tous les 6 mois. L'exercice de la pensée dialectique, et je pense que c'est ce qui caractérise le plus la pensée audricourtienne, est des plus difficiles pour notre culture. D'une part, nous avons affaire à un rationaliste, d'autre part, nous avons affaire à un dialecticien. Et ça ne rend pas les choses aisées dans le contexte des habitudes de pensée de la recherche française. C'est son originalité. Sa méthode de travail est une méthode qui est d'ailleurs inspirée certainement du marxiste, quoiqu'il ne soit pas, je crois, un combattant actif au point de vue politique, mais au point de vue du travail lui-même et de la méthode de travail. C'est-à-dire d'observer d'abord les hommes au travail, de voir comment ils font, de voir leur manière d'agir, avant d'étudier l'instrument brut. Et je pense que c'est une méthode tout à fait normale
et humaine, quelles que soient les conceptions que l'on ait de l'existence. C'est une formule, je n'emploie pas ce mot-là parce que ce n'est pas son esprit. Non, j'ai critiqué ce que les prédécesseurs avaient fait. C'est comme ça que la science avance et que la recherche se fait. Il faut considérer que les gens d'avant soi étaient pas très malins, comprenaient rien à rien, n'est-ce pas? Et alors on arrive et puis avec une nouvelle méthode. Alors j'essaie de faire comprendre que l'étude d'un objet avait ses lois d'évolution propres, n'est-ce pas? Alors ce que je concédais à ces historiens, c'est que les innovations techniques se produisent qu'à certaines époques où il y a fluctuation et réorganisation dans la société. Et alors, dans les questions de la charrue, c'est précisément dans le haut Moyen-Âge, où c'était l'anarchie la plus complète, où on n'a pas de documents, que le passage de l'ère romaine à la charrue médiévale s'est produit, n'est-ce pas? C'est donc à des stades de bouleversements sociaux que l'innovation technique réussit. Parce que dans une société équilibrée, il y a adaptation de la technique à la société et ça ne bouge pas pour des raisons socio-économiques. Mais ça ne veut pas dire que dans cette période-là, les gens sont moins intelligents. Seulement, quand ils inventent quelque chose, ça ne sert à rien, ils peuvent s'amuser à le décrire, on trouve des papiers, mais Nous avons naturellement abordé le problème de la magie avec Audricourt. Et je me rappelle dans cette interview dont je vous parlais tout à l'heure, que je lui posais la question. Mais à l'origine des techniques, vous faites intervenir la magie. Et cela surprend de la part d'un rationaliste comme vous. Non, mais ça alors c'est un autre problème. Les gens ne comprennent pas en général quand on leur parle. Quand je dis magie, je veux dire qu'il est absurde de faire, comme beaucoup d'historiens américains actuels, de supposer que l'homme primitif raisonne comme un Américain du XXe siècle. N'est-ce pas? Il ne va pas dire « Ah, bah tiens, ce matin il pleut, je vais inventer un parapluie. » Bah non, c'est pas comme ça que ça se passe, n'est-ce pas? Bachelard a essayé de se rendre compte que c'était le feu quand on ne connaissait pas la physique, hein, etc. Ce que c'était le vent. Oui, n'est-ce pas? Alors, si vous voulez, quand je parle magie, je parle l'idée que les gens peuvent se faire. Alors, à ce moment-là, le feu, la maîtrise du feu, tout le monde en a parlé, la maîtrise du feu vous donne toutes les idées de magie, de transmutation, n'est-ce pas? Vous faites cuire quelque chose, ça transforme. Vous chauffez quelque chose, ça transforme. Voilà, l'idée de la magie, c'est simplement l'extrapolation des phénomènes, des choses élémentaires de la domestication du feu, n'est-ce pas? J'ai bien senti la manière dont son esprit se déroulait. Il fait une observation, elles se suivent, elles s'enchaînent, elles sont très enrichissantes, et puis tout à coup il se dit oui, mais peut-être que ça n'est pas cela. Nous avons travaillé une dizaine d'années sur l'homme et la charrue, par cheminement successif, après recherche sur tel ou tel point, et nous avons peu à peu construit ensemble ce volume, cette espèce de monument à l'honneur de l'homme et de la charrue. Mais enfin, nous avons débordé, puisque nous avons abordé le problème de l'attelage. Parce que ce que je fais tout seul, je suis toujours mécontent, parce que j'ai pas d'adversaire ou de personnes à qui dialoguer. Alors je parle dans le vide, je comprends ce que je dis, mais ça va pas plus loin. Qu'est-ce que les autres comprennent? Quelquefois, il faut décrypter les textes d'Audricourt. J'ai vu Audricourt donner à des revues des articles où il y avait 10 lignes. Et on était confronté à ces 10 lignes, on se mettait à plusieurs en comité de lecture en se disant « c'est pas possible, on va pas publier ça. D'abord, il faut le réécrire, parce que c'était tapé à la machine n'importe comment. » Et puis tout d'un coup, on s'apercevait qu'il y avait en ces 10 lignes une chose essentielle, un message en quelque sorte qui nous passait en disant « écoutez, prenez ça et puis amusez-vous avec, mais je crois que j'ai trouvé quelque chose. » Et en général, il avait trouvé quelque chose. Je crois que les interlocuteurs retiennent mieux quand on leur présente sous une forme paradoxale que si on leur dit des choses banales,
qui s'imaginent connaître depuis longtemps, avoir toujours entendu, ça n'a pas d'intérêt. Hein. Et je comprends que certains qui abordent brutalement un article d'Audricourt soient quelquefois surpris, peut-être éberlus, car il y a quelquefois des comparaisons, si on ne les approfondit pas, on peut être surpris. Il faut voir tout ce qu'il y a par derrière, avant, et par derrière, ce qu'il dit. Vous avez des ombellifères. En réalité, les ombellifères, ce n'est pas des plantes tellement à ombelles, c'est des plantes à ombelles composées. C'est-à-dire, vous avez des petites ombelles, vous avez une ombelle de petites ombelles. L'ombelle étant quelque chose où tous les queues se rassemblent au même endroit. Les queues qu'on appelle des pédoncules, n'est-ce pas? Et puis, toutes les fleurs ont également leurs pédoncules se rassemblant à des endroits. Vous avez l'ombellule et l'ombelle. C'est une fleur unique? Les fleurs, là vous voyez, les fleurs ont cinq pétales. À ces fleurs succèdent des fruits. N'est-ce pas? Voici les fruits de ces fleurs, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est comme plante? Eh bien, ça n'a guère de nom. Tous les gens confondent les carottes sauvages, les persil sauvages, les cerfeuilles sauvages, cerfeuilles de l'âne, cerfeuilles des fous et autres noms. Le nom scientifique, c'est Cheirophilum temulum. Voilà un échantillon avec les graines plus avancées. Ah, avec des petits insectes, voyez-vous. Les insectes servent à la fécondation croisée. Parce que vous avez des fleurs vertes comme les orties qui n'attirent pas les insectes. C'est des plantes qui sont suffisamment grandes pour que le vent et qui habitent dans des endroits où le vent transporte le pollen. Les plantes qui ont des fleurs colorées, à pétales colorés, les insectes les visitent et ce sont les insectes qui pollinisent les plantes, parce qu'il ne faut pas s'imaginer, parce qu'une plante a des fleurs hermaphrodites, qu'elles sont autogames. Les plantes à fleurs hermaphrodites demandent à être normalement une fécondation croisée d'un individu à un autre, exactement comme dans les êtres à sexe séparé, comme la plupart des animaux et quelques végétaux. Sexe séparé, comme dans l'ortie, voyez-vous, par exemple, alors que ici, vous avez étamines et pistils dans les mêmes fleurs. Pendant longtemps, les gens ont appelé certaines plantes mâles et certaines plantes femelles. Simplement, soit qu'il y en ait une plus petite que l'autre, etc. Alors voyez-vous, le triorchis des Grecs a été appelé triple couillon de chien mâle. Bon, ça peut aller, mais vous avez le triple couillon de chien femelle. On se demande qui est triple couillon. Là, vous avez le couillon de chien mâle, il n'y a pas de triple. Et le chien de mâle à large feuille, le couillon de chien mâle à feuille étroite, le couillon de chien femelle grosse et le couillon de chien femelle. Ce sont des magnifiques petites orchidées sauvages qu'on rencontre encore en France. Voilà un homme qui, en plein XXe siècle, apparaît comme une sorte de Rabelais des temps modernes, ce qu'on n'aurait plus cru possible. Audricourt représente, et ça je pense que c'est important à dire, hélas, je crains d'avoir raison, un des tout derniers très grands passe-murailles.
Oui.